Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des principaux transferts qui ont eu lieu ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai l'honneur de saluer immédiatement. Salut Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charles, quelques jours après seulement le titre du Thunder, nous voilà à parler des transferts. Ça n'a pas été le raz-de-marée attendu. J'avais l'impression qu'on nous disait que ça allait être très actif le jour de la draft, surtout qu'il était sur 2 jours pour la première fois, il me semble, avec le premier tour mercredi, le deuxième tour jeudi. Finalement, ça n'a pas été il n'y a pas grand-chose qui s'est passé en fait. Ouais, en fait, j'ai l'impression que chaque année, c'est un peu le cas au niveau de la draft, tu vois. À chaque fois, dans les jours qui précèdent la draft, il y a plein de rumeurs sur plein de mouvements possibles. Et puis finalement, le soir même, c'est généralement assez calme. Ouais, complètement, ouais. Donc je rappelle que l'intersaison, le marché des transferts va officiellement débuter le 1er juillet. Donc ça sera mardi. Même dans la nuit de lundi à mardi, peut-être, je sais plus ce que c'est les horaires. En tout cas, ça va être début de semaine prochaine. Donc là, on verra bien ce qui va se passer. Je regardais en préparant cette émission ce que racontaient les uns et les autres, les observateurs, les commentateurs américains. C'est vrai qu'avec cette nouvelle convention collective, étant donné l'état des finances de beaucoup de franchises, il faut vraiment faire des maths. Avoir une licence, un master en mathématiques appliquées pour comprendre ce qui se passe, quoi. C'est excessivement compliqué quand même. Ouais, c'est clair, il n'y a pas encore assez de recul. On maîtrise pas encore effectivement ce nouvel accord pour que les choses soient simples. Ouais, on en parlera un petit peu. On va commencer le podcast avec Kevin Durant qui a été transféré à Houston. Ça, on l'a su avant le match décisif en finale NBA entre le Thunder et les Pacers. Il a été transféré aux Rockets en échange de Jalen Green, Dillon Brooks, du 10e choix de la draft 2025, qui était Kaman Malwak, et 5 seconds tours. Le transfert ne sera pas officiel avant le 6 juillet parce qu'il doit être validé dans la nouvelle année de la convention collective qui démarre le 6 juillet. Donc, grosso modo, tous les deals qui ont été faits là ne seront pas totalement actés avant cette date-là. Au final, Houston parvient non seulement à garder sa collection de premiers tours, dont ceux des Suns en 2027 et 2029, mais aussi à garder Amen Thompson, Tari Eason, Reed Shepard, Jabari Smith dans l'opération. Face aux Warriors en playoff, c'était offensivement que Houston s'était écroulé, notamment en raison des performances calamiteuses de Jalen Green. Avec Kevin Durant, il récupère un des meilleurs joueurs offensifs de l'histoire de la Ligue. Et maintenant, autour de lui, il y a une défense qui est élite. Steven Adams a également été re-signé pour 3 saisons à 39 millions de dollars. Fred VanVleet vient de prolonger pour 2 ans à 50 millions. Charles, j'aime beaucoup ce que vient de réaliser Houston, qui se positionne clairement, en tout cas selon moi, parmi les prétendants la saison prochaine. Bah ouais, on s'attendait quoi qu'il arrive à un trade de KD. On sait que les Suns ne voulaient pas continuer avec lui et je doute que lui-même voulait rester à Phoenix. Et son profil évidemment intéressait de nombreuses équipes. Miami, les Wolves, San Antonio étaient notamment mentionnés. Moi, je suis d'accord, j'aime énormément ce que Houston a fait. J'aime beaucoup le fit entre Houston et cet effectif. Je trouve que ça colle vraiment à ce qui leur manquait. J'avais déjà très hâte de suivre cette équipe la saison prochaine parce que il y a beaucoup de jeunes dont on attend une vraie progression, à commencer par Amen Thompson, Alperen Sengun, Tari Eason, etc. Et ouais, là, j'ai encore plus hâte. Le profil de KD dans cette équipe fait sens. Il va leur donner un gros coup de boost offensif. En plus, de toute évidence, il est ravi de la destination. On l'a vu célébrer avec son agent un peu après l'annonce. Donc, a priori, c'est une opération où à la fois KD et à la fois les Rockets sont satisfaits. Tout à fait. Alors moi, on avait entendu, je sais plus si c'était Shams ou Brian Windhorst qui disait que, grosso modo, le KD et son camp et son agent, Rich Kleiman, n'arrêtaient pas de refuser certaines propositions de Phoenix et qu'ils auraient attendu, entre guillemets, que la proposition soit vraiment pas forcément basse, si elle est assez basse par rapport à ce qu'on aurait pu attendre pour un transfert de Kevin Durant, bien qu'aujourd'hui il est plus ce joueur, je pense. C'est Phoenix qui, quelque part, a beaucoup trop payé à l'époque pour faire venir KD en voulant faire un gros coup, ce qui avait été énormément discuté à l'époque, on s'en souvient. Là, effectivement, le prix est tout à fait raisonnable pour Houston. Raphaël Stone avait immédiatement précisé qu'il était hors de question pour les Rockets d'inclure les pics des Suns, ce qui pour les Suns était quasiment je veux dire,
c'est un peu dur de ne pas récupérer ces pics-là. Je pense C'est amer, ouais. ouais, il y a de quoi être sacrément déçu de ne pas les récupérer parce que c'est exactement. On peut d'ailleurs expliquer que comment Phoenix a récupéré ça. Ils ont fait un transfert. C'était en juin 2024, le 28 juin 2024, fin juin 2024, je sais plus si c'est le 28 juin ou le 26, bref, où ils avaient fait un deal avec Brooklyn. Ils avaient rendu à Brooklyn les pics de draft qu'ils avaient, enfin, les échanges qu'il y avait eu pour James Harden à l'époque en 2021. Et donc, ils avaient récupéré dans l'opération le premier tour de draft de 2025 contre celui des Suns, le premier tour de draft de 2027 également des Suns, le meilleur pick de draft de 2029 entre celui des Mavericks et des Suns, et la possibilité d'échanger un swap leur premier tour de draft 2029 contre le moins bon des picks entre celui des Mavericks et des Suns. Raphaël Stone, franchement, brillantissime depuis plusieurs saisons maintenant. Et là, il réalise un coup assez magistral parce que Houston se positionne avec exactement ce qu'il faut, j'ai l'impression, aujourd'hui en NBA, c'est-à-dire une vraie profondeur de banc, un joueur offensivement élite, Kevin Durant, qui a encore des très 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 bons restes, en tout cas qui match exactement ce qu'il cherchait sur le marché. Je pense pas qu'il y avait beaucoup mieux à aller trouver. Ils ont toujours leurs jeunes, ils ont toujours des pics de draft. Enfin, je veux dire, il y a pratiquement que du positif sur les opérations réalisées côté Houston. Ouais, alors moi je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'offre est basse en fait. Je pense que KD, 37 ans, 1 an de contrat, alors oui, ça reste un joueur extraordinaire, mais tout le monde connaissait sa situation, tout le monde savait qu'un départ était inéluctable. Enfin, franchement, Phoenix, ils étaient un peu dos au mur et franchement, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal en réalité. Oui, c'est Enfin, vrai, t'as raison. je pense que ça aurait pu être pire en fait. C'est vrai. Oui, il récupère Jalen Green, qui n'est pas, c'est encore un projet, ça reste un projet de Jalen Green. De toute façon, Jalen Green, on en avait parlé, toi et moi, dans le podcast, au moment où il avait re-signé avec Alperen Sengun en octobre. Alperen Sengun, il avait signé pour 5 ans, mais lui avait signé pour 3 ans à 106 millions de dollars. Et on s'était dit, toi et moi, c'est brillantissime de la part des Rockets de signer ce contrat, parce que soit Jalen Green explosait, confirmait la bonne fin de saison en 2023-2024. Et dans ce cas-là, il n'y avait aucun problème pour continuer ce contrat-là et discuter d'une extension, enfin d'un nouveau contrat plus tard, si jamais il réalisait son plein potentiel. Tout à fait. Là, ça n'a pas été le cas, effectivement. Enfin, face aux Warriors, il a eu un bon match, je crois que c'était le match 2, et le reste du temps, c'était plutôt catastrophique, on va pas se mentir. Et donc là, les Rockets se sont dit, voilà, on est dans une position où, en termes de négociation, on peut garder une vraie profondeur de banc, garder l'ossature, la colonne vertébrale de notre équipe, tous les jeunes talents qui la composent, avoir une identité défensive qu'on maintient avec notre coach là, qui a également lui signé une extension de contrat, et de rajouter Kevin Durant par-dessus, allons-y quoi. Ouais, c'est ça. En playoff, KD, c'est une solution de scoring qui est plus fiable que tout ce que les Rockets sont dans leur effectif. Il y a même pas discussion. Combien il y a de profils meilleurs que Kevin Durant en isolation encore aujourd'hui? Il y en a pas beaucoup. Et ouais, c'est un groupe qui est extrêmement intéressant, avec des profils jeunes qui vont progresser, un effectif qui est étoffé. Et Kevin Durant, c'est quand même un mec qui te met plus de 25 points par match, à plus de 40% à 3 points dans son sommeil, quoi. Et en plus de ça, de toutes les superstars de la ligue, c'est clairement pas celui qui défend le moins. Il prend des rebonds, il est capable de créer pour lui, pour les autres. Alors certes, il aura 37 ans au début de la saison prochaine, et la question de sa prolongation va se poser, à quel tarif, combien de temps, etc. Quelque part, c'est quand même un risque pour Houston, mais c'est un risque que les Rockets ont tout à fait eu raison de prendre à mes yeux. C'est quelque chose qui va leur permettre, en tout cas, d'avoir l'espoir de pouvoir regarder un peu plus Oklahoma City dans les yeux la saison prochaine en playoff. Parce que les duels Thunder-Rockets, cette saison, c'était quelque chose. Ouais, c'est ça. Et alors, moi, j'ai vu pas mal de gens dire qu'à leurs yeux, ça permettrait pas à Houston de combler l'écart avec OKC, mais faut pas oublier que rien ne garantit que le Thunder sera aussi dominant la saison prochaine. Enchaîner 2 saisons à ce niveau, c'est tout sauf simple. Et en plus, Houston est un effectif qui a une très grosse marge de progression. Oui, complètement. Ouais. En tout cas, ils sont mieux placés qu'ils ne l'étaient avant le transfert de Kevin Durant. Et globalement, de toute façon, le début d'off-season de Houston est très solide. La prolongation signée par Fred VanVleet, elle est également très intéressante. Ça permet à Houston d'avoir plus de flexibilité. En plus, ça leur permet, si je me plante pas, de repasser sous le premier apron et donc d'éviter de payer la luxury tax.
Il y a la prolongation d'Ime Udoka, comme tu l'as dit. De Steven Adams. Steven Adams, c'est une Aussi. pièce dramatiquement importante pour moi dans cette histoire. Et ouais, je trouve que c'est hyper positif de voir que les Rockets se bougent et se donnent au moins l'espoir de pouvoir concurrencer au KC. Ouais, complètement. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est un article de The Athletic qui parlait de ce transfert. Et donc il dit c'est pour les nerds du cap, du salary cap. En fait, ils expliquent que ce transfert n'aurait quasiment pas pu être possible si si Phoenix avait fait les playoffs. Pourquoi? Parce que Dylan Brooks a un bonus d'1 million de dollars s'il fait les playoffs. Et que ça monte ça descend son cap à 21,1 millions pour la saison prochaine, ce qui fait que ça permettait de rentrer pile poil dans le deal avec Durant. Et pourquoi c'est important? Parce que Phoenix, comme ils sont au-dessus du second palier, du second apron, eux devaient absolument faire matcher les salaires quasiment dollar pour dollar. Et je trouve ça assez drôle. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est le contrat de Dylan Brooks qui est concerné alors qu'il était aux Rockets. Alors, est-ce que parce qu'il est transféré à Phoenix, la clause le bonus n'est plus actif ou n'est plus pris en compte? Ça, j'ai pas compris, mais je trouve ça drôle si c'est avéré et que c'est vrai ce truc-là, je trouve ça extrêmement drôle. Oui, oui, je suis d'accord. Alors, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, parce que moi, je t'avoue, les subtilités. Non, mais j'ai trouvé ça marrant. Les subtilités de l'accord de cet accord, je sais pas, je suis pas ce nerd-là. On va faire une formation, toi et moi, on va passer 3 ans d'études à apprendre le. Oh là, crois-moi, il me faudrait beaucoup plus que 3 ans. Hein. Je suis un littéraire, moi. Bref, tout ça pour dire que Houston, effectivement, je pense que là, c'est un énorme coup. Juste pour faire le bilan de leur pick de draft qu'il leur reste, ils ont donc leur premier tour. Enfin, ils ont des premiers tours de draft en 2027, 2028, 2029, 2030 et 2032. Ce qui est colossal. Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. Donc, non, ils ont une batterie. Ils ont une batterie de pics qui est assez terrifiante. Donc, non seulement ils ont cet effectif qui est extrêmement convaincant, et en plus de ça, ils ont largement les pics de draft pour s'ajuster, faire d'autres transferts. Enfin, vraiment, exactement la position dans laquelle tu veux. Et bravo à Raphaël Stone pour avoir réussi ce coup. Ouais. Côté Phoenix, c'est un bordel sans nom, Phoenix. Hein. On va pas se mentir. C'est clair, et c'est pas nouveau. Ouais. Écoute, ouais, pour Phoenix, alors, j'ai beau penser qu'ils s'en sortent pas si mal finalement, parce que ça aurait pu être pire, bah je suis malgré tout pas très convaincu en fait. Je pense qu'ils auraient peut-être pu trouver mieux que cette offre. Alors après, on dit ça sans connaître les coulisses. Hein. Si ça se trouve, effectivement, KD bloquait tout. Et puis quand on voit ce qu'on entend, par exemple, sur Miami, qui aurait refusé de lâcher Jovic et Jaime Raquez, bon, bah, est-ce que vraiment, finalement, ils auraient pu avoir mieux que ça? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'ils auraient pu trouver un joueur plus compatible avec leur effectif, ou au moins avec Devin Booker, parce que Jalen Green, on va encore se retrouver avec 2 arrières titulaires dans cette équipe. Potentiellement, ça va encore forcer Booker à jouer meneur, comme il l'a déjà souvent fait ces dernières années. Et moi, je trouve ça assez frustrant, parce que certes, il a les qualités pour jouer à la main, mais c'est quand même avant tout un arrière. Ouais, c'est un peu tout un arrière, et c'est un des tout meilleurs de la ligue. Et puis, je sais pas, c'est l'enfant du club. C'est là qu'il a été drafté. Il a été en finale avec eux. C'est un multiple All-Star. Ouais, j'avoue que j'aurais bien aimé qu'ils construisent cet effectif autour de Devin Booker, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas la sensation qu'on a. Alors, au moment du trade, on était nombreux à imaginer que Jalen Green ne serait pas conservé par les Suns et qu'il servirait dans un autre trade. On a eu John Gambadoro, qui est un insider de référence sur les Suns, qui a expliqué qu'a priori, il comptait sur lui et qu'il voulait l'aligner sur le backcourt avec Booker. Alors, c'est pas du tout une garantie, hein, ça n'engage que ceux qui y croient, comme souvent en NBA. Et c'est tout à fait possible que finalement, il soit tradé quand ça sera possible. Voilà, j'attends de voir, je trouverais ça plus logique, et c'est vrai que moi j'aimerais bien voir Phoenix repartir sur un modèle de construction plus cohérent autour de Devin Booker. Un profil comme Dillon Brooks, c'est très bien, ça va faire du bien à cette équipe. On sait qu'il a des défauts, qu'il est parfois un peu inconstant, mais
au moins en termes de défense et d'intensité, il va faire du bien. Mais c'est vrai que le profil de Jalen Green dans cette équipe, j'ai un peu de mal à comprendre, surtout tant que Bradley Beal est là. Complètement. Et il y a sûrement d'autres choses qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas sur les intentions de Phoenix. Moi, j'espère, ouais. Aujourd'hui, ils vont devoir se débarrasser quand même de pas mal de contrats, notamment Grayson Allen et Royce O'Neal. Ça, apparemment, c'est dans les tuyaux. C'est ce qu'il compte faire. Du moins, c'est ce qu'on entend de façon assez incessante. J'ai vu également, je sais pas, c'est pareil, les insiders qui n'arrêtent pas de dire que là, Phoenix va très prochainement annoncer une méga extension pour Devin Booker. Donc on verra bien. Devin Booker, j'ai l'impression que ça va être son histoire à Phoenix. Ça va être le joueur qui va palper un max de blé aux Suns, mais là pour l'instant, il est dans une équipe, enfin dans une franchise qui a l'air quand même perdu sous la coupe de Matisse Bia, qui fait un peu n'importe quoi et qui a l'air de se presser, alors qu'aujourd'hui, un peu de patience, je pense, serait tout à fait à recommander au front office des Suns, quoi. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens. En fait, plus ils essayent de corriger les conneries qu'ils font, Ouais, plus la situation empire. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai, c'est la même sensation que j'ai. Écoute, on verra. Hein. Peut-être que le front office des Suns voit quelque chose dans cette association Booker-Green que moi je ne vois pas. Peut-être que Jordan Hott trouvera la bonne formule. On sait pas. Ouais, pour l'instant, c'est clair que je suis un peu dans le doute et vraiment, encore une fois, tant qu'il n'y aura pas une solution trouvée au cas Bradley Beal, c'est difficile de se projeter. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec Bradley Beal? Catastrophe, bien Est-ce sûr. que vraiment tu trouves un pigeon pour lui refourguer son contrat et que lui, il accepte le trade? Parce qu'il y a aussi cet élément-là. Est-ce que Matisse Bia va le cut et payer son salaire? Je sais pas. Je sais pas. C'est difficile de se projeter, je trouve. Les Suns, ils se sont mis tout seuls comme Bien des sûr, grands bien dans sûr. le caca. Hein. Bien sûr. Ah oui, non, mais je vais pas les plaindre. Hein. C'est clair, hein. Je vais pas les plaindre. Le seul que je plains dans cette histoire, c'est Devin Booker. Ouais. Breaking news, Charlie. Mark Stein annonce le départ de Masai Ujiri de Toronto. Ouais, j'ai vu ça. Et apparemment, c'est Atlanta qui est sur les rangs pour le récupérer en tant que président des opérations basket. Bah, je pense que la franchise qui le récupérera va en profiter parce que c'est quand même c'est un peu une référence en NBA. Alors certes, visiblement, il a un caractère qui est pas toujours facile. Si j'ai bien compris, certains lui ont reproché le fait d'avoir un peu trop d'ego dans les négociations, mais en tout cas, c'est un général manager de référence. Ouais, c'est assez fou, ouais. Et c'est inattendu. Il lui restait 1 an de contrat. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça. Oui, puis c'est quand même un des dirigeants de la NBA qui est ultra respecté, qui a eu des résultats, qui a jamais eu peur de faire des deals. Ouais, c'est l'auteur de du pari le plus gagnant Oui, voilà. de ces dernières années en NBA. Ouais, Ah ouais, le plus fou et le plus gagnant. Carrément. Et donc, ouais, hâte de voir où il va tomber. S'il tombe à Atlanta, je serais très très content. On va parler d'Atlanta de toute façon tout à l'heure, mais si c'est comme ça que ça se passe, je serais, ma foi, assez content que ça se passe comme ça. On enchaîne. Allez. On va parler de Desmond Bane à Orlando. Le Magic fait le pari de gagner maintenant avec un effectif auquel elle vient d'ajouter Desmond Bane, l'arrière de Memphis, en échange de Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, 4 premiers choix de draft et un échange de pick. Pour Memphis, ce transfert permet de gagner en flexibilité financière pour offrir un nouveau contrat à Jaren Jackson Jr. et de disposer d'un capital de futurs choix de draft à utiliser potentiellement dans de futures négociations afin de construire autour de Ja Morant et Jackson Jr., à moins que le projet ne se transforme en reconstruction complète. Charles, ton opinion sur la décision du Magic et sur les conséquences de ce choix par rapport à Memphis. Mais d'abord, on va parler d'Orlando, si tu veux bien. Ouais, bon, je pense que c'est effectivement le plus intéressant. Enfin, de toute façon, on attendait de voir les franchises de l'Est bouger, surtout vu les incertitudes autour de Boston, d'Indiana depuis la blessure d'Haliburton, des Knicks qui n'ont toujours pas de coach, etc. Et Orlando a été la première franchise à dégainer avec un trade qui
qui leur permet d'obtenir une pièce qui leur manquait, en fait. Un joueur qui va vraiment leur faire le plus grand bien offensivement et dont le profil, au moins sur le papier, est complémentaire avec Wagner, Banchero et Suggs notamment. Moi, je t'avoue, c'est un trade auquel je ne m'attendais pas. Je suis peut-être passé à côté, mais j'ai pas l'impression qu'on ait eu des rumeurs qui allaient dans ce sens ces derniers mois. Complètement, ouais. On savait qu'Orlando voulait se dégager du contrat de Kentavious Caldwell-Pope, qui avait foiré son début de saison et qui a payé qui s'est fait une réputation de merde à Orlando après ça. On savait qu'il voulait bouger de là. Après que Desmond Bane soit sur le marché, je pense que la proposition était trop belle pour que Memphis dise non. Maintenant, pour Memphis, ça veut... vas-y, pardon, excuse-moi, continue. Ouais, non, mais parce que sinon, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que je voudrais dire après sur Memphis. Pardon. Bon, première chose, le prix, bon, c'est vrai que 4 first picks, c'est beaucoup, d'autant que, sauf erreur de ma part, ils sont pas protégés, et dans le lot, en plus, je crois bien qu'il y a le premier tour de Phoenix 2026, qui, vu ce qu'on vient de dire sur les Suns, potentiellement pourrait avoir de la valeur. Mais en même temps, je trouve que le trade est tellement logique pour Orlando, dans le sens où Desmond Bane colle parfaitement à ce qu'il leur manquait, que ça me choque pas plus que ça, en fait, de voir Orlando surpayer peut-être un peu. Et puis, quelque part, il fallait aussi faire accepter à Memphis le contrat de KCP. Là, t'as parlé de son mauvais début de saison à KCP, mais enfin, il sort quand même de 2 saisons assez moyennes, en fait. Et il prend plus de 20 millions par an. Il a une player option en 2026-2027, mais s'il continue au niveau de jeu qu'est le sien depuis 2 ans, bah, je pense qu'il va la prendre, cette player option. Donc, c'était pas non plus évident que Memphis accepte ce contrat. Et Desmond Bane, bah, c'est un joueur qui vient d'avoir 27 ans, il va rentrer dans son prime, il tourne à 41% à 3 points en carrière avec un gros volume, il a progressé à la création par rapport à ses débuts en NBA, il est habitué à avoir des responsabilités offensives en plus, parce que ces dernières années, avec les absences de Ja Morant, ça lui est quand même assez souvent arrivé d'être la première option. Défensivement, il est pas vilain du tout, il a un jeu sans ballon qui est assez solide. Moi, je trouve que le fit est absolument excellent. Et en fait, Orlando est déjà une des équipes que j'ai le plus hâte de suivre la saison prochaine, en croisant évidemment les doigts pour qu'ils aient moins la poisse sur les blessures que la saison dernière. Ça va poser des nouvelles questions, notamment salariales pour le Magic, parce que bah là, en termes de salaire quand même, entre Desmond Bane qui est entre 36 et 44 millions dans les années qui viennent, Franz Wagner qui est entre 38 et 51, Jalen Suggs qui a certes un contrat dégressif mais qui sera quand même à 35 millions la saison prochaine, ça va commencer à peser, surtout qu'il y a le cas Banchero à gérer, son contrat rookie s'achève à la fin de la saison prochaine, donc en fait il est déjà éligible à une extension cet été. Oui, le Supermax. Hein, ouais, voilà, c'est ça. En fait, grosso modo, là, il récupère 4 ans et 163 millions de dollars du contrat de Bane. Ça veut dire que sur la première année du tous ensemble, ils vont largement flirter avec le premier palier et commencer à contempler à l'horizon le second. Ah oui, rapidement, ils vont se retrouver au niveau du second apron. Ouais. Voilà, et si Banchero fait une All-NBA Team la saison prochaine, ça va aussi avoir des ramifications sur le montant auquel il sera éligible. Absolument. Et sur la masse salariale qu'il va occuper, enfin sur le pourcentage de la masse salariale qu'il va prendre. Donc en fait, grosso modo, Orlando viennent de faire un choix là, c'est-à-dire que le groupe Jalen Suggs, Bane, Wagner, Banchero, Wendell Carter Jr., c'est tes gars, quoi. Ouais. Tu fais avec eux, quoi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. La question, c'est toujours la même. Est-ce que ça sera suffisant? Bien sûr, sachant qu'il y a aussi des jeunes dans cette équipe. Hein. Il y a aussi des joueurs qui vont progresser, à commencer par Anthony Black. Tout à fait. Donc ça va être très intéressant de voir, mais tu l'as dit en fait en préambule de ce sujet. Orlando a fait le choix de gagner maintenant. Ils sont dans une obligation de résultat. Et il y a même certains contrats de role-player qui, à l'avenir, vont peut-être devoir être bougés, en fait, parce que pas le choix. Donc ouais, je trouve que c'est hyper intéressant de la part d'Orlando. Je trouve que c'est génial de les avoir vus dégainer aussi rapidement. Enfin, vraiment, on sent que là, ils sont dans cette démarche-là, la démarche d'être une équipe ambitieuse dès maintenant. Moi, j'étais dégoûté de leur saison dernière et de toutes les blessures qu'ils ont eues. Je trouve qu'il y a des profils qui sont vraiment extrêmement intéressants dans cette équipe. Et vraiment, Desmond Bane, c'est un profil qui a énormément de sens dans cet effectif. Donc, tout à fait. Donc ouais, je suis très content de ce trade. J'ai très hâte. Je comprends que les 4 first picks peuvent un peu faire tiquer, mais voilà, il fallait faire accepter le contrat de KCP. Et Desmond Bane n'était a priori pas un joueur qui était sur le marché. Et en fait, moi, c'est ça la question que je veux... Enfin, à moins que tu aies encore des choses à dire sur Orlando, mais... Non, juste qu'ils n'ont plus de flexibilité financière, plus de pic de draft pour négocier quoi que ce soit.
jusqu'en 2032. Donc, enfin, jusqu'en 2032. 2032, ce sera leur prochain pic à mettre dans un transfert. Donc, grosso modo, voilà, ils ont plus vraiment de manœuvres à faire. Là, ils vont être liés à cet effectif, comme on est en train de le dire. Et il faudra ensuite bouger sur des contrats minimum, vétérans, des mecs en two-way, enfin bref. Ça va... Il va falloir bricoler. Enfin, à bricoler, ouais, complètement, ouais. Tout à fait. Comme d'autres clubs, comme d'autres franchises de bricole aujourd'hui. Donc, Mais non, mais effectivement, côté Orlando, à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour Memphis, par contre, moi, je me suis gratté la tête en voyant ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était la fin. C'est la fin de la stratégie de Memphis de faire cette espèce de trio Morant, Jackson Jr., Bane. Et je me pose plein de questions concernant Memphis, en fait. Et la première d'entre elles, tu sais, c'est laquelle? Je me pose vraiment de savoir si Jaren Jackson Jr. a envie de continuer avec cette franchise et a envie de continuer à jouer avec Ja Morant. en fait, c'est ça. Alors moi, déjà, la toute première question que je me pose, c'est est-ce que Memphis a abordé cette off-season en se disant qu'ils voulaient trader Bane, ou alors est-ce qu'ils ont juste été séduits par les 4 first picks non protégés et qu'ils ont axé leur décision là-dessus? En gros, est-ce qu'ils sont à l'initiative du trade ou est-ce qu'ils l'ont subi? Et s'ils l'ont subi, est-ce qu'ils l'ont subi en se disant que c'était impossible de refuser une telle offre, ou alors est-ce qu'ils ont déjà une idée par la suite, peut-être en utilisant les picks récupérés comme assets? Mais pour moi, c'est une vraie question. Et ouais, Là, ils ont pour compléter ce que tu es en train de dire, là, ils ont 10 futurs premiers picks de draft et 3 swaps, 3 échanges à faire. Ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils ont un capital de draft qui est hyper intéressant en termes de négociation. Ça, c'est sûr. ouais, mais alors, ok, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait? C'est ça. En fait, est-ce qu'ils veulent vraiment appuyer sur le bouton rouge et se lancer dans une reconstruction en développant les jeunes qu'ils ont déjà et en draftant d'autres? Est-ce qu'ils veulent conserver Morant et Jaren Jackson Jr. et construire une équipe solide autour? Mais dans ce cas-là, comment tu fais en fait? Parce qu'aujourd'hui, t'as plus de contrats à échanger pour faire venir des pièces intéressantes. Donc dans ce cas-là, t'es obligé de passer par le marché des free agents. Sauf que, je suis désolé, mais Memphis n'est pas une franchise attractive. Donc est-ce que l'idée c'est de trader Ja Morant et de reconstruire un effectif autour de Jaren Jackson Jr., ce qui à la limite irait un peu dans le sens de ce qu'on a vu ces derniers temps du côté de Memphis, mais dans ce cas-là, pourquoi tu gardes pas Bane, dont le profil a du sens si tu veux construire l'effectif autour de Jaren Jackson Jr. Et effectivement, la dernière question, tu l'as dit, c'est est-ce que vraiment Jaren Jackson Jr. a envie de se retrouver là-dedans? Alors, est-ce qu'il a envie d'associer son futur aujourd'hui à un mec comme Ja Morant qui lui est signé pour je vais regarder ça Jusqu'en 2028. Jusqu'en 2028. Fin de la saison 2025. Voilà, je suis Jaren Jackson Jr. Très clairement, je me pose la question parce que ça fait quand même plusieurs saisons maintenant que Morant, soit il fait le fou et il se fait suspendre, soit il est blessé et il joue pas. Ouais. C'est un peu caricatural de dire ça comme ça, mais c'est pas totalement faux. Je suis désolé. Ils ont fait des bonnes saisons. Ça a été un moment extrêmement porteur. Et moi-même, j'étais là à dire, dis donc, les Grizzlies, c'est trop bien leur projet, machin, c'est top. Et Morant, il a quand même joué un rôle non négligeable dans le fait de faire capoter toute cette histoire. Mais je suis Jaren Jackson Jr. aujourd'hui pour mon prochain gros contrat, parce que Jaren Jackson Jr., il ne peut plus prétendre au Supermax parce qu'il n'a pas été pris dans une All-NBA team. Donc, c'est pas pour lui les 5 ans à 345 millions. Là, il peut demander 147 millions sur 4 ans, je crois. Mais qu'est-ce que tu fais à Memphis? C'est quoi le projet, en fait? C'est exactement ce que tu dis. C'est quoi le projet? Est-ce que c'est autour de lui, mais avec qui, comment, dans combien de temps? Est-ce que tu vas encore devoir patienter je ne sais combien de temps? Ou est-ce que tu décides de faire autre chose? Et personnellement, moi, je serais à la place de Jaren Jackson Jr., je contemplerais avec beaucoup d'insistance les autres franchises. Ouais, mais je suis d'accord. Et en fait, c'est trop frustrant parce que ce trio, finalement, on saura jamais vraiment quel était leur potentiel, quel était leur plafond. On les a si peu vus, en fait, par rapport au temps qu'ils ont passé en commun sous ce maillot. Tout à fait. Que moi, je reste vraiment sur ma faim et ouais, c'est vrai que je peux pas imaginer une seule seconde que Memphis en reste là. Non. C'est impossible. Ça me semble impossible.
peut-être qu'on comprendra mieux ce trade dans un mois, tu vois, T'as raison. à la lumière des autres mouvements qu'ils ont fait. Je sais pas, mais c'est vrai qu'en l'état, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que fait Memphis et je suis incapable de me projeter et je suis tout à fait d'accord avec toi. J'espère qu'ils sont en discussion constante avec Jaren Jackson Jr. pour leur expliquer, enfin pour lui expliquer quel est le plan et surtout j'espère qu'ils ont un plan en fait parce que si on est dans un scénario où ils ont subi le trade de Desmond Bane parce que ils ont tu vois la perspective des 4 pics non protégés leur ont fait tourner la tête et que maintenant ils sont en impro total, bah, c'est une catastrophe. Si c'est ça, c'est une catastrophe. Les commentateurs ont pas l'air si froid que ça sur ce move de Memphis. ESPN, ils ont donné une meilleure note de transfert à Memphis qu'à Boston, hein. Qu'à Orlando, pardon. Ce Ouais, qui, mais c'est à moi, cause des pics. ouais, bien sûr. Parce qu'ils trouvent que 4 pics c'est trop, mais bon. Tout à fait. C'était la critique. Mais pour ce qu'était Memphis, je veux dire, il y a 2 ans, Memphis, il y a 2-3 ans, ouais, Memphis était censé être ce qu'est le Thunder aujourd'hui. Exactement, exactement, mais c'est exactement ça. C'est absolument exactement ça. C'est comme ça que tout le monde nous les présentait. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Et ouais, je te dis, Jaren Jackson Jr., je pense qu'il a une décision très compliquée à prendre. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que je pense que c'est lui qui tient les clés de cette histoire, quoi. Ouais, et puis Et l'opinion de Memphis, qu'à Memphis de Ja Morant, parce que ça c'est pareil en termes de rumeurs, Ja Morant potentiellement transféré, ça fait un moment maintenant qu'elle est là cette rumeur. Elle ouais, bien sûr. s'installe et elle bouge pas, quoi. Mais le C'est scénario jamais où bon. Jaren Jackson dit moi les gars j'en ai marre, je veux me tirer d'ici, enfin, vraiment sur le marché ça peut avoir un impact énorme parce que c'est quand même un profil la saison prochaine il touche que 23 millions Jaren Jackson Jr. Hein, c'est quand même pas Ouais, grand ouais. chose au regard de ce que ce mec-là peut apporter. Ouais, complètement, ouais. On va dire que s'il n'y a pas de nouveau contrat, clairement il va se passer quelque chose, quoi. Ouais. Il va se passer quelque chose. On verra ça. On va parler de Boston qui a assaini ses finances avec Jason Tatum à l'infirmerie et en rééducation pour au moins une saison. Boston a décidé de tripatouiller avec son argent, de remettre les comptes en marche pour éviter les 2 années consécutives au-dessus du 2e palier et toutes les punitions qui vont avec. Ils ont renvoyé Jrue Holiday d'où il venait, à Portland, où il n'avait pas joué une seule seconde quand il a rejoint les Celtics en 2023. Parce que c'était dans cette espèce enfin, ça faisait partie du deal qui a envoyé Damian Lillard à l'époque à Milwaukee. On était plus concentré là-dessus que sur le reste. Et Tu finalement, m'étonnes. c'est Boston qui avait récolté une des pièces maîtresses de leur titre en 2024. En échange, il récupère Anthony Simons et 2 secondes tours de draft. Brad Stevens a également transféré Kristaps Porzingis à Atlanta pour Georges Niang et un second tour de draft. Ces mouvements permettent à Boston de passer à 4,5 millions de dollars en dessous du 2e palier et donc d'éviter toutes les contraintes qui vont avec, tout en gardant Jaylen Brown et Derrick White. Charles, un mot sur la stratégie des Celtics depuis la blessure de Tatum, mais ce qui vient de se passer. Bah écoute, on connaissait la priorité côté Boston cet été, hein. C'était clairement faire en sorte de repasser sous le 2e palier, dégraisser la masse salariale, parce que évidemment payer des centaines de millions de dollars de taxes pour une équipe qui ne pourrait a priori pas viser le titre la saison prochaine avec la blessure de Tatum, ça n'avait aucun sens. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas perdu de temps, hein. Brad Stevens a été sacrément efficace, ça a été rapide, et puis surtout en fait c'est le scénario idéal, parce que trader Jrue et Porzingis, c'était clairement le scénario idéal dans l'absolu. Je pense que Boston voulait pouvoir compter sur Tatum, Brown et White à l'avenir. Et alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mouvement concernant Jaylen Brown et Derrick White. Hein, c'est pas ce que je dis, mais on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées par leur profil, mais les premiers qui devaient absolument partir pour repasser sous le 2e palier sont déjà partis. Et c'est compréhensible en fait. Enfin, tu vois, moi je trouve même quelque part que Boston s'en sort plutôt pas mal parce que tout le monde savait très bien que Jrue Holiday il serait tradé, tout le monde savait très bien que Boston voulait se débarrasser de son contrat et finalement récupérer une pièce comme Anthony Simons, bah je trouve que c'est plutôt pas mal en fait dans ce contexte-là. T'en penses quoi justement d'Anthony Simons à Boston
Bah, c'est un profil qui est très différent de celui de Drew Holiday. C'est un gros joueur Ah oui, ça, c'est offensif, sûr. Ouais. c'est un shooter à 3 points très solide. Il va apporter du scoring et mine de rien, l'équipe en a besoin de scoring en l'absence de Hmm. Tatum. C'est un contrat expirant en plus, c'est-à-dire Ouais, que c'est ça. la saison prochaine, il est plus dans les comptes. Ouais, il est Donc plus dans les c'est une comptes, très bonne chose. mais en même temps, Boston a complètement la main. Enfin, tu vois, s'ils Hmm. entendent le prolonger pour le voir s'inscrire dans la franchise à moyen terme, c'est possible. Tout Il peut à faire fait. l'objet d'un sign and trade. Enfin, il y a plein de possibilités possibles. En fait, moi, je trouve que Anthony Simons, c'est plutôt pas mal, mais en vrai, enfin, on sait pas quel est l'objectif de Boston la saison prochaine, en fait. Même sans Tatum, et vu l'état de la conférence Est, moi, ils peuvent rester ambitieux, en fait. Alors attention, je te dis pas du tout qu'ils vont viser le titre. Sans Tatum, ce serait fou, Non, mais non, je comprends ce que tu veux dire. Jouer le milieu de tableau, une qualification en playoff, et je pense pouvoir faire suer pas mal d'équipes. Hein. bah ouais, bien sûr que tu peux faire suer des Si, équipes, ouais. si l'équipe, elle est bien. Enfin, à partir du moment où tu as Jalen Brown et Derek White, je pense que tu es pas mal équipé. Après, on va voir ce qui se passe derrière. À Ford, on ne sait pas encore s'il va prendre sa retraite ou pas. Mais il y a encore Peyton Pritchard. Sam Hauser, on va voir ce qui va se passer. Luke Cornett, on sait, enfin, logiquement, il va pas être re-signé, on ne sait pas. Mais on va voir comment ils vont remonter cette équipe en se maintenant donc sous le second apron. Mais effectivement, moi je pense pas qu'ils vont être ridicules. Boston, comme tu dis, quand tu vois la conférence Est, il y a du talent dans cette équipe. Hein. Ouais, il y a du talent et en fait, ouais, on en est qu'au début de l'off-season, donc on sait pas en fait à Tout à quoi fait. vont ressembler les différentes équipes. Enfin, tu vois, je peux pas croire une seule seconde que les Knicks, par exemple, seront début octobre dans le même état qu'ils sont aujourd'hui, tu vois. Donc c'est difficile de se projeter, mais ouais, moi dans l'ensemble, je trouve que Brad Stevens a plutôt bien fait le boulot. En fait, tout le monde savait qu'il voulait dégraisser, tout le monde savait qu'idéalement, il voulait que Jalen Brown et Derrick White restent. La mission est accomplie, le salary cap a été allégé et les joueurs sur lesquels la franchise voulait compter à l'avenir sont toujours là. Et en fait, c'est ça le plus important. 200 millions de dollars de taxes évitées grâce à C'est ces deux colossal. moves. Ouais, c'est hallucinant. C'est Sachant que Boston est en train de finaliser sa vente et tout ça, enfin, elle est en train de changer de main avec un nouveau propriétaire et tout, c'est excessivement important. Et franchement, j'adore Drew Holiday, hein. Mais tu veux pas de ce contrat. Bah C'est non. super défenseur, joueur avec une mentalité incroyable. Il a toujours été adoré dans tous les vestiaires où il a été et tout. Vraiment, je remets pas Ouais. du tout en question ni la mentalité ni l'apport de Drew Holiday dans une équipe. D'ailleurs, il a été pièce incroyablement importante de deux équipes titrées et ça veut dire quelque chose. Mais voilà, Drew, il a 35 ans. Il a un contrat jusqu'à la saison Ouais. 2027-2028, 32 millions, 35 millions, 37 millions. Tu veux pas de ça dans ton salary cap. Avec une player option pour la dernière année, je crois. Oui, oui. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça que je l'ai inclus, parce que c'est évident qu'il va la prendre. C'est... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais ils l'ont mis bien, hein, Boston. Ils lui ont offert un contrat qui, je sais pas à quel point il est garanti. Drew Holiday, il a 97,2 millions de garanties sur son contrat. T'as pas de quoi faire la gueule, hein. Ouais, donc T'es il est plutôt content. quasiment intégralement garanti, du coup. Ça va bien se passer, il va pas être trop triste. Ouais. Après, je sais pas s'il va jouer. Pareil, les seconds tours récupérés par Brad Stevens, je trouve que c'est du génie. Ouais, c'est C'est fort, ouais. génial de récupérer ça. Il récupère 2 contrats expirants, 3 seconds tours dans l'opération. Je veux dire, c'est parfait. Ouais, Parce que ça peut servir dans des deals futurs bien plus qu'on ne l'imagine en fait. tout à fait. Tout à fait. Et ouais, ouais, non, c'est toujours des assets qui sont intéressantes, surtout quand t'as un bon front office, hein. De toute façon, il y a pas de hasard, hein. Quand t'as un bon Hmm. front office, plus t'as d'assets, mieux t'es. On va pas. Je sais pas si on parle de Jrue Holiday à Portland parce que là, franchement, je vois pas ce que. Là, on a deux timelines qui sont complètement différentes et je pense que Jrue Holiday va. Je sais pas s'il va rester. Là, apparemment, Ah, Portland a tout à fait l'intention de le garder. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Je en vois fait, pas qui va aller récupérer ce contrat c'est ça le truc, c'est chez qui un va le contender. récupérer. Voilà. En fait, si Il Jrue n'y a pas Holiday vraiment de contender qui est capable de faire rentrer ce contrat bah, dans pas son avec cette salary cap. convention collective-là, non, c'est clair. En Voilà. fait, si Drew Holiday accepte de rester, moi je trouve que dans l'idée, voir un mec comme lui encadrer les jeunes de la franchise avec son expérience, tout le respect qu'il reçoit de la part de toute la ligue,
Et puis ça peut être intéressant, d'autant qu'en plus cette équipe, elle se dirige quand même vers une identité défensive assez forte. On les a vus être solides défensivement en fin de saison dernière. J'ai pas les chiffres en tête, Non, non, mais mais, ouais, non, mais je crois que la deuxième partie de saison, ils étaient dans le top 10 ouais, ouais, sur la période défensif. post-All-Star break, All-Star break, pardon, c'était Toumani fort. Camara, ça peut le propulser sur une autre sphère d'être au contact d'un mec comme ça. Voilà, donc si Drew accepte d'avoir ce rôle-là, bah ça fait cher le mentor, mais c'est quand même un mentor d'exception, quoi. Les Blazers peuvent tout à fait se le permettre, hein, Ouais, ouais, bien sûr. pour le coup. Ça joue pas grand-chose à Portland, Non, pour l'instant. Donc, pour l'instant. Après, la question, ouais. ça sera dans peut-être 2-3 ans, quoi. Côté Hawks, j'ai entendu pas mal de commentateurs parler de Kristaps Porzingis à Atlanta, comme quoi c'était un risque très minimum, à savoir, pareil, il récupère un joueur dont le contrat va expirer à la fin de la saison prochaine. Donc grosso modo, c'est pas un investissement qui implique quoi que ce soit pour Atlanta, c'est soit ça se passe bien et éventuellement tu renégocies, soit ça se passe pas et puis le mec dégage de tes comptes la saison prochaine, voire tu peux le transférer pour une équipe qui souhaite récupérer un contrat expirant justement pour alléger ses comptes. C'est un des moves, un des premiers moves du general manager Anzi Saleh. Là, si Masai Ujiri arrive c'est pas le cas, hein, on est bien d'accord. Ouais, ouais, C'est pour pas le cas l'instant, du c'est pas tout. prêt du tout. Mais si jamais il arrivait, Atlanta, c'est un projet pour le coup qui commence vraiment à me plaire. J'ai presque l'impression que Trae Young est en train de devenir le nouveau Miles Turner. Alors pas en comparaison de joueurs, ni de niveau, ni de ce que ça représente sur un terrain, mais dans l'idée de c'est un mec qu'on entend dans les rumeurs de transfert à longueur de temps, mais qui finalement va rester à Atlanta. Parce que je trouve qu'ils sont en train de construire quelque chose qui est pas dégueu autour de lui. Là, en ce moment, le noyau dur de cette équipe, c'est Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Isaac et Jalen Johnson. Jalen Johnson, j'adore. Porzingis qui arrive là-dedans. Il y a Onyeka Okongwu qui a fait une très bonne seconde partie de saison avec 15 points, 10 rebonds de moyenne sur les 40 matchs qu'il a joué titulaire. Alors, je me pose la question d'ailleurs, est-ce que Kristaps Porzingis l'éjecte du 5 majeur? Moi, j'ai envie de dire que ce serait une connerie de la part des Hawks de faire ça. On verra bien ce qu'ils décideront de faire. Mais Porzingis, oui, je pense que ça n'a c'est aucun risque, ça ne représente aucun risque pour les Hawks et ça peut les aider à faire quelque chose, à exister dans cette conférence Est la saison prochaine. Vraiment. Écoute, oui, alors je suis d'accord avec toi, effectivement, et puis en plus, déjà pour Boston, c'était complètement logique de trader Porzingis parce qu'il y avait quand même grossement il y avait un énorme risque qu'ils partent contre rien du tout l'été prochain. Écoute, moi j'ai du mal à me projeter sur cette équipe d'Atlanta, effectivement aussi à cause de cette situation autour de Trae Young qui est dans les rumeurs de trade depuis une éternité. Et sur le papier, l'équipe me plaît effectivement. Maintenant, Kristaps Porzingis, c'est difficile de savoir ce qu'il peut vraiment apporter parce qu'en fait c'est difficile de savoir dans quel état physique il va faire la saison en fait. Tu vois, c'est un joueur dont on connaît l'immense fragilité. Donc par exemple savoir de qui, Sûr. tu vas savoir s'il prendra la place de quelqu'un dans le 5 de départ. Écoute, à la limite, s'il prend la place de quelqu'un dans le 5 de départ mais qui joue que 40 matchs cette saison, bon bah c'est pas très grave non plus. Et ça peut paraître méprisant quand je dis ça, mais en fait c'est pas le cas. Hein. C'est ce qu'il a joué cette saison. Cette saison, il a joué 42 matchs en régulière. On va voir, on va voir. Je trouve que c'est intriguant, je trouve que c'est intéressant. C'est un profil qui, s'il est bien utilisé et qu'il est un peu préservé des blessures, est incroyable. Christophe Porzingis, c'est un pur joueur NBA. C'est un mec qui peut t'apporter énormément de choses, qui a été important pour Boston malgré les pépins physiques. Ouais, il a quand même été beaucoup blessé. C'est quand même un joueur extrêmement frustrant. Toute sa carrière est Évidemment. frustrante. Ah bah bien sûr, c'est exactement ça. C'est le bon mot avec Kristaps Porzingis, c'est que c'est super frustrant. On reste sur notre fin. Et écoute, je sais pas, il va avoir quoi? Il va avoir 30 ans là, Kristaps. Est-ce qu'aujourd'hui, ouais, c'est ça, le 2 août, il va avoir 30 ans. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il mette derrière lui ses pépins physiques? Pour moi, c'est un joueur qui ne sert à rien. Qu'on Ah soit ouais. bien clair. C'est un joueur qui ne sert à rien et que tu dois, si tu es Atlanta, que tu dois transférer, vider ailleurs. Tu dois justement utiliser le fait que ce soit un contrat expirant pour le déverser ailleurs dans une équipe qui va croire sincèrement que récupérer Porzingis
ça va être comme Boston, l'ultime pièce qui va lui permettre de passer un cap. Donc tu le mets en valeur 2-3 mois, et puis janvier, février, hop, tu le trades. Exactement, ouais. Ok, ouais, non, mais c'est Moi, tout à fait possible. moi, je pense que c'est ça que doit faire Atlanta, et que c'est là où c'est un bon deal pour eux. C'est que soit c'est comme ça que ça se passe, soit de toute façon, son contrat n'existe plus la saison d'après. Atlanta, ils sont pas dans un espèce de truc, dans un pressing tout-terrain où il faut absolument gagner maintenant. Non. J'aime beaucoup leur noyau dur. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup cette équipe. J'ai l'impression que cette équipe peut vraiment, vraiment exister dans cette ligue. Donc, et surtout dans la conférence Est, je pense qu'il y a une vraie chance pour Atlanta l'année prochaine d'accrocher les playoffs et que ça soit excessivement bénéfique pour Rizaché, Ah oui. Jalen Johnson, Dyson Janes et Okongu, que tout ce groupe-là se soude sur une expérience commune en playoff. Ouais, non, ça je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, le scénario qui verrait Atlanta mettre en valeur Porzingis pendant quelques mois et réussir à récupérer une belle pièce sur un trade en janvier-février prochain, ce serait remarquable. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tu vois, c'est toujours pareil, en fait. Notre regard sur le trade changera, parce que d'une certaine manière, en gros, ça voudra dire qu'ils auraient échangé Georges Niang contre une belle pièce sur le trade de Porzingis. Donc c'est très bien, mais ouais, écoute, on verra. On verra. Il y a juste un dernier truc, moi, que je voulais dire sur ces trades de Boston. J'ai vu des fans de Boston qui voyaient les deux trades sous le prisme purement sportif, en estimant que Drew et Kristaps contre Anthony Simmons et Georges Niang, c'était tout sauf une bonne affaire. Mais il faut pas oublier l'aspect principal de ces trades. C'est un aspect qui est financier. Toute la ligue savait dans quelle situation Boston était, et franchement, ça aurait pu être bien pire, parce que au-delà du fait que Boston aurait pu se retrouver dans une situation où ils auraient dû faire une croix sur un mec comme Derrick White, par exemple, ils auraient même pu récupérer bien moins bien. Parce que même si c'est pas incroyable, un profil comme Anthony Simmons, ça peut être utile. Il peut être utile sur le parquet la saison prochaine, et il peut même être utile en tant qu'asset par la suite. Donc il faut pas uniquement voir ça sous le prisme de on a beaucoup perdu sportivement. Oui, Boston a perdu sportivement, mais c'était pas là qu'était le plus important. Ah non, mais là, là, l'urgence absolue pour le Boston, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est de ne pas aller taper les 200 millions de dollars de taxes. Pour une saison où tu peux espérer au mieux passer un tour de play-off, quoi. Voilà, enfin, je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Et bien au contraire, justement, l'objectif aujourd'hui pour Boston, c'est d'assainir totalement ses finances. Jason Tatum, il a 27 ans. Jaylen Brown, il a 28 ans. À partir du moment où tu as ces deux gars-là, Derrick White, il a 30 ans. Tu as ces deux joueurs-là avec Derrick White qui ont une expérience commune, qui ont remporté un titre ensemble. Il faut désormais avoir une situation financière qui te permette de repartir et d'être compétitif immédiatement ou très rapidement, une fois que tout le monde est en état de marche côté Boston. Absolument. Donc, que en faisant ce double pas de recul, que tu vas pouvoir faire un truc pareil. C'est sûr et certain. Et vous pouvez être sûr, d'ailleurs, que le scouting des Celtics, de toute façon, les gars, ils font ça en permanence. Non seulement ils sont en train de scouter l'intégralité des joueurs de la NBA, mais ils sont en train de scouter à droite, à gauche, tout le temps, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent faire, les ramifications, les seconds tours de draft, et ci et ça, pour pouvoir jauger la valeur des éléments qu'ils ont entre les mains. Boston, ils savent exactement ce qu'ils font, et tant qu'il y a Brad Stevens qui est à la tête de ces opérations, je suis Boston, je me fais pas trop de soucis. Oui, il va falloir se ronger un peu son frein pendant au moins une saison, certes. Mais une fois que Tatum revient, c'est bon signe. Là, le gars est totalement dans son prime avec Jaylen Brown. Vous êtes de retour dans les premiers rôles, quoi. Ouais, et moi j'ajouterais Peyton Pritchard à ça, qui a aussi 27 ans. Et Peyton Pritchard, je pense qu'il y a plusieurs franchises qui rêveraient d'avoir ce mec-là dans leur effectif. Peyton Pritchard, il touche 7 millions la saison. Et il sort d'une saison où il a un niveau où t'as beaucoup d'équipes qui regardaient en disant moi j'aimerais bien avoir ce mec-là titulaire à la main chez moi, quoi. Il a 3 ans de contrat devant lui. Enfin, t'as le temps, quoi. Ah, bien sûr que t'as le temps. Ça fait partie des joueurs comme ça qui ont des contrats de ouf. Mais c'est la valeur de ces contrats, on n'imagine même pas, quoi. Ah bah, c'est des joueurs qui ne sont pas surpayés. Et ne pas surpayer des joueurs comme ça, non, attends, il n'est pas juste pas surpayé, il est sous-payé par rapport à il est sous-payé dans la ligue. Attends, vraiment. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es fan d'une franchise,
C'est exactement le genre de contrat que tu rêves d'avoir, enfin, le genre de valeur que tu rêves d'avoir. Ah bah tu m'étonnes. Ah oui, non, mais tu m'étonnes, ouais. Mais de toute façon, je vais parler de ça tout à l'heure, là, quand on va parler de la convention collective. On va terminer sur les transferts en parlant de Jordan Poole qui a été envoyé aux Pelicans. Les Pelicans qui sont désormais sous la direction de Joe Dumars, donc qui récupère Jordan Poole dans un transfert avec les Wizards qui ont également récupéré, donc ils ont également récupéré, pardon, Saddiq Bey et un second tour de draft. Washington, pour sa part, récupère CJ McCollum qui est sur un contrat expirant pour ajouter à sa collection de super vétérans. Et il récupère également Kelly Olynyk et un second tour en 2027. Alors la décision m'étonne un peu concernant la Nouvelle-Orléans, justement parce que McCollum était sur un contrat expirant et que Poole, lui, a encore 2 ans de contrat à venir. Et j'ai un doute sur la pertinence de cet effectif autour de Zion Williamson. En vrai, j'ai un doute sur les Pelicans d'un point de vue général, quoi. Et Ouais, voilà, je suis pas emballé par ce qui se passe là-bas, très clairement. Écoute, je sais pas quoi te dire, j'ai aucune idée de la stratégie des Pelicans, je suis désolé, je comprends pas non plus, je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si Zion Williamson est toujours l'élément central du projet, j'imagine que oui, mais je sais pas quoi dire vraiment, Est-ce que tu as franchement, confiance en Joe Dumars pour prendre les bonnes décisions, déjà? est-ce que c'est une question rhétorique ou... Non, bah non, 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 j'ai pas confiance en Joe Dumars pour prendre les bonnes Qu'est-ce qu'ils sont décisions. allés prendre, ce gars-là? Je comprends pas, sans déconner. Cette franchise, pour moi, enfin, il y a plus rien à retirer dans cette franchise, quoi. J'ai totalement perdu espoir. J'espère, moi, la seule chose que je veux, côté Pelicans, c'est qu'ils libèrent Herb Jones et Trey Murphy. Qu'ils laissent ces gars-là se barrer ailleurs et qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse avoir la carrière qu'ils méritent Mais ça va pas arriver, dans... Trey Murphy il est sous contrat jusqu'en 2029 et ils vont le garder, hein. Oui, mais si ça se casse la figure, ils finiront par le transférer pour pas, Ah ouais? pour sauver des thunes, quoi. Je sais pas. Enfin, en même temps, Ouais, son contrat, il est super, super agréable, son contrat. Ah ouais, c'est ça, il est trop bien son contrat. C'est Il pareil, le est trop contrat bien. d'Herb Jones. Le Ah ouais, contrat ça vaut d'Herb rien du Jones, tout. t'en rêves, quoi. Il est à Mais 14 millions la saison prochaine. quel gâchis, cette C'est équipe-là. peanuts, ouais, je suis d'accord. Écoute, je sais pas, Jordan Poole, franchement, je sais pas quoi te Jordan Poole et dire. Zion Williamson, mais c'est un sketch, le truc, sans déconner, quoi. Est-ce qu'on est content? Alors moi, je vais te poser une Il va question. jouer Jordan Poole. Au moins, il sera pas blessé. Potentiellement, il sera pas blessé. Non, moi, la question que j'ai envie de te dire, que je t'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on est content pour Bilal Koulibaly et Alex Sarr de plus avoir Jordan Poole ou est-ce qu'on est triste? On est super content. On est super content. CJ Ouais, voilà. McCollum, c'est parfait. Il y a déjà Marcus Smart, il y a déjà Chris Middleton. Je Ouais. veux dire, aujourd'hui, voilà, de toute façon, Washington, c'est ça qu'il faut. Enfin, ils sont en train de faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a des vétérans qui sont solides, qui ont largement l'expérience de cette ligue. Et qui sont quasiment tous en contrat expirant. Voilà. Et puis, tu as les jeunes, Koulibaly, George, Johnson, tous ces gars-là, là, qui sont, à qui il faut donner des minutes. Bob Carrington. Ouais, ouais. Non, mais effectivement, Voilà, et c'est eux, en fait, sur qui il faut construire. Il faut bien les entourer. Et c'est ce que fait Washington, j'ai l'impression. Moi, je suis content pour eux, en fait. ouais, moi aussi. Alors, effectivement, je trouve que le profil des vétérans est intéressant. Je trouve aussi que le fait que tous ces vétérans-là soient en fin de contrat à la fin de la saison prochaine, c'est extrêmement intéressant. Il va falloir juger de la progression de tous ces mecs-là, de tous ces jeunes cette saison. Et effectivement, Washington s'offre la possibilité d'avoir en début de saison 2026-2027 une marge salariale absolument colossale. Mais carrément. Moi, je suis content. En fait, ce transfert pour moi est beaucoup plus parlant côté Washington. Je vois ce qu'est en train de faire Washington Ouais, et bah, pareil. et je comprends ce qu'ils sont en train de faire. Ça me semble pertinent. Les Pelicans, écoute, maintenant, ça suffit, quoi. Ça suffit, j'ai envie de dire. J'arrive plus à parler des Pelicans sérieusement. Tant que Zion Williamson reste cette espèce de poids mort absolu dans cet effectif, il n'y a rien à discuter, en fait, concernant la Nouvelle-Orléans. Il n'y a rien à dire. Et c'est pas Joe Dumars qui, à mon sens, va venir clarifier la situation, donner l'axe qu'il faut donner
à cette franchise. À moins que demain, il décide de se débarrasser de Zion et qu'il récupère quelque chose d'intéressant. Mais waouh! Parce qu'en plus, Dejounte Murray, là, on est d'accord. Le tendon d'Achille, il se l'est fait quoi? C'était début février, fin janvier? C'était en janvier, je crois. Non, mais je crois, ouais, c'est ça, 31, ouais, oui. Non, t'as raison. Hein. Oui, t'as raison, février, c'est tout à fait janvier. Ça. Ouais, donc ça veut dire qu'en plus, il est pas là pendant plusieurs mois. Oui, il va probablement pas débuter la saison. Ah bah c'est sûr, c'est improbable qu'il débute la saison. Donc ouais, voilà. Donc... Et le duo Jordan Poole, Zion Williamson, voilà, ça sert à quoi? Tu jettes une pièce en l'air, quoi. Pourquoi tu t'attends pas que McCollum vide son contrat et au moins t'as l'argent, quoi. T'as l'argent, t'as des pics de draft. Je veux dire, pour moi, c'est ce qu'il fallait faire côté Pelicans. Et si t'étais plutôt cool, t'étais plutôt bien parti avec le fait que ces contrats-là allaient partir. Kelly Olynyk, c'est pareil. Kelly Olynyk, à la fin de la saison, c'était mort. Enfin, il n'avait plus de contrat. Donc, grosso modo, il n'y avait pas d'urgence. Et tant que Zion Williamson, tu sais pas s'il est capable de marcher plus de 3 jours sans se faire mal. Voilà. Après, le problème, il est aussi là. C'est quelle est la cote de Zion Williamson aujourd'hui sur le marché? C'est, en fait, quelque part, le meilleur espoir des Pelicans, peut-être, c'est que Zion Williamson et Jordan Poole tirent un tout petit peu leur épingle du jeu individuellement, qu'ils fassent une saison qu'ils les rendent intéressants sur le marché et que t'essayes de récupérer quelque chose contre ces mecs-là. Mais ouais, bon courage aux fans des Pels parce que j'ai aucune confiance en Joe Dumars, mais aucune. C'est tellement pareil. Pour moi, David Griffin, on a gâché son passage. Il y a un moment, cette équipe, il y avait Brandon Ingram, Zion Williamson, Trey Murphy, Herb Jones, Alvarado, comment il s'appelle le pivot là, Valanciunas. Et pourtant, il était critiqué, hein, Griffin. Hein. Non, mais il était critiqué parce que soi-disant il avait une mauvaise relation avec Williamson. Plus ça va, plus on comprend quand même que Williamson, ça a l'air d'être une personne problématique quand même. Je crois qu'il a une mauvaise relation avec son hygiène de vie en tout cas. Dans sa façon de gérer sa vie personnelle, ce jeune homme. Et je souhaite vraiment que il arrive à reprendre en main sa carrière, tu vois, vraiment. Oh bah ce serait génial, parce que c'est un joueur qui est fascinant quand il est en pleine possession. Ça fait combien de temps, Charlie, qu'on parle de ça? Moi, c'est terminé. J'en ai terminé de parler de ce type-là. Bah, il est tradé quoi il est drafté en 2019, je crois. 2019 Ouais. Et c'était avant le Covid, tout ça, là. Et il a 214 matchs NBA dans les jambes en 6 ans. Il a 24 ans. Son contrat n'est pas entièrement garanti, parce toutes les clauses qui étaient sur son poids, sur le nombre de matchs joués, tout ça, il est incapable de les honorer. Donc, non, mais c'est triste. Enfin, tu vois, j'ai l'air d'être nonchalant et un peu méchant vis-à-vis de Zion Williamson. Moi, je suis triste pour ce garçon en fait qui avait vraiment un talent de dingue. Et je pense que si s'était vraiment concentré sur son hygiène de vie. Alors, je sais pas quel est son problème exactement. Enfin, je suis pas là pour faire le psy de comptoir le concernant. Je sais que les Pelicans vont essayer de l'entourer, de le mettre au contact de gens pour l'aider avec son physique, son hygiène alimentaire. J'ai l'impression qu'ils ont quand même exploré tout ce qui était possible, tout ce qui était en leur pouvoir sans être intrusif dans sa vie personnelle. Oui, mais tant que lui, il n'y aura pas le déclic, il n'y aura rien. Voilà. C'est ça, en fait. On sait très bien, on la connaît, l'histoire, en fait. Et aujourd'hui, la vie de Zion Williamson, c'est un sketch pas possible. Elle s'étale dans les tabloïds avec ses histoires de maîtresse, de nana Instagram, de porn star, enfin bref. Non, mais c'est triste, hein, parce qu'effectivement. Tout ça est absolument grotesque, en fait. Le joueur est vraiment incroyable quand il est en pleine possession de ses moyens, mais finalement, il n'est jamais en pleine possession de ses moyens. Et je suis dégoûté parce que je te dis, moi, les gars comme Herb Jones, 26 ans, Trey Murphy, 25 ans, ces gars-là ont autre chose à donner dans la ligue que de rester dans cette équipe en attendant que Zion Williamson daigne prendre en main sa carrière, quoi. Ouais. En fait, je trouve ça triste pour ces joueurs-là.
Et même pour un mec comme Yves Missy, Tout à fait, ouais. Bah lui, il vient d'arriver dans la ligue. Donc, il est sur son contrat. Il a 21 ans. Il a encore un peu de temps. Murphy, à la fin de son contrat, il aura 28, un truc comme ça. ouais, 29-30 même, attends. Ouais, voilà. Donc, il sera déjà un peu plus embarqué dans un truc où t'es en train de négocier à la fin de la fin de ta carrière, quoi, littéralement. Donc, Ouais, bon. ouais, non, c'est triste. Hein. Ouais, moi, je trouve ça navrant, en fait. Donc, voilà. Écoute, je voulais terminer le podcast en parlant un peu de la notion collective, qui pour moi quand même maintenant qu'elle est vraiment en place. C'est la première année où vraiment on commence à percevoir toute la dimension La violence de ce truc. ouais, enfin, de ce qui ressemble à un hard cap, qui n'en est pas un, puisque ça n'a pas été négocié avec le syndicat des joueurs. Il y a tellement de fric qui transitent en NBA aujourd'hui que ni la NBA, ni les propriétaires, ni les joueurs n'ont vraiment négocié ce truc-là dans l'accord qui a été signé en 2023. En plus, il n'y avait pas forcément une conscience exacte de ce que ça allait donner. Cette nouvelle convention court jusqu'en 2030. Et moi, je trouve que c'est quand même un problème que les équipes ne puissent pas maintenir via cette convention les joueurs qu'ils ont draftés. Moi, je trouve que ça va à l'encontre de ce que j'aimerais voir en fait en NBA, c'est-à-dire de voir des équipes être récompensées parce que ils ont identifié, drafté et développé des talents au sein de leur effectif. Et pas seulement accumuler des stars. Alors voilà, moi si c'est pour accumuler des stars et faire en sorte que les franchises qui ont le plus de fric et qui sont les plus attrayantes se gavent, non, ça a bien réussi à freiner cet aspect-là, je trouve. Et ça, je remets pas ça en question pour le coup. Mais 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 voilà, voir des joueurs que t'as développés, être obligé de se barrer ailleurs parce que t'as pas pu faire autrement. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, là aujourd'hui, on se rend compte que les franchises vont devoir privilégier les contrats rookies. Clairement, les contrats rookies n'ont jamais eu autant d'importance, c'est-à-dire identifier un maximum des joueurs qui vont pouvoir être efficaces dans les 2-3 années où ils débarquent dans la ligue. Et ça veut dire que toi, ton effectif, tout le monde est OK pour cette marge de manœuvre. Ou il va falloir identifier des joueurs que d'autres équipes n'ont pas forcément leur donnent pas l'importance qu'ils méritent. Je pense à Bruce Brown à Denver en 2023 ou Obi Toppin à Indiana cette saison. Clairement, des joueurs qui se sont retrouvés un petit peu vidés parce que l'équipe dans laquelle ils se trouvaient avait d'autres objectifs. Eux se sont retrouvés mis à l'écart et puis tu as des clubs, des franchises qui ont réussi à les récupérer, à leur donner un contrat pas trop cher. Des fois, c'est des contrats très courts. Mais voilà, récupérer des joueurs comme ça. Ou après, tu as le côté plus chanceux, comme on en parlait tout à l'heure avec Pritchard, comme on peut dire avec Aaron Wiggins au Thunder, où c'est des joueurs qui sont vraiment talentueux et qui ont signé des contrats qui défient toute concurrence. Voilà. J'ai l'impression également, et je terminerai là-dessus, que j'ai l'impression que les vétérans vont probablement devoir faire le choix entre être payés en fonction de leur carrière ou finir par accepter un sacrifice financier pour permettre à leur équipe de garder une certaine flexibilité salariale à l'avenir. C'est pas impossible également, je pense que c'est un peu ça qui devrait se passer à terme, c'est que les contrats des role-players finissent par baisser, parce que tu vois certains joueurs aujourd'hui, on est là, ah ouais, ça va être 30 millions par saison sur 5 ans. Et je veux dire, ça c'est intenable. Tu as des joueurs aujourd'hui qui sont largement surpayés par rapport à la réalité de leur production sur le terrain. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a encore du mal, enfin les franchises ont encore du mal à savoir combien ils doivent payer pour tel ou tel role player. Aussi parce que l'afflux d'argent avec le contrat des médias fait en sorte que le salary cap augmente de façon progressive et qu'on a du mal encore à jauger à quoi ça va ressembler exactement. Voilà. Et puis après, tu auras des joueurs qui probablement vont devoir accepter moins d'argent. Donc c'est les vétérans, les role-players vétérans qui, eux, vont devenir, je pense, potentiellement plus mercenaires, c'est-à-dire accepter des contrats courts, voire excessivement courts, pour faire une saison avec un potentiel contender et ensuite négocier un contrat plus long,
mais ne plus jouer quasiment quoi que ce soit, quoi. Voilà, c'était ma petite réflexion après m'être penché sur tous ces transferts et cette nouvelle convention collective, sachant très bien que ce que je dis là, j'ai énormément de choses que je ne comprends pas, où j'arrive pas à saisir les subtilités absolument monstrueuses de cette nouvelle convention collective, mais j'ai l'impression que dans les grandes lignes, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Écoute, moi je comprends ce que tu dis sur le fait que ça pénalise des équipes qui développent des talents, mais en fait pour moi avant tout ça pénalise surtout les équipes qui dépassent le second palier. Et il faut pas oublier que en fait en NBA, alors moi je vais te donner une vision très froide et très détachée de Ouais, ouais. l'aspect passionnel des fans. Mais en fait, en NBA, quand tu développes un talent, c'est pas uniquement pour son apport sur le parquet, c'est aussi pour faire de lui un asset intéressant. Et effectivement, c'est peut-être un truc qui va se généraliser encore plus, mais c'est ce que OKC fait en tradant Giddey pour Caruso, c'est ce que Houston fait en tradant Green pour KD, et même en remontant il y a plus longtemps. Le dernier titre des Lakers, je parle des Lakers parce que c'est ma franchise évidemment, mais le dernier titre des Lakers, ils l'obtiennent en envoyant quasiment tous les jeunes qu'ils ont tradés et qu'ils ont formés pour récupérer Anthony Davis, tu vois. Là, on va avoir le cas de figure avec Austin Reeves. Austin Reeves, il a refusé une prolongation du côté des Lakers parce qu'il espère un très gros contrat. Austin Reeves va très probablement servir d'asset pour faire venir d'autres pièces parce qu'aujourd'hui, les Lakers se retrouvent forcément dans cette situation-là. Donc, moi, j'ai pas encore. J'avoue que moi, j'ai pas une idée assez précise de cet accord collectif et je trouve qu'on n'a pas assez de recul pour le juger. Mais je t'avoue qu'au fond de moi, il y a un côté où je me dis, si une des conséquences de cet accord, c'est de voir plus d'équipes comme les Pacers, construites de manière très intelligente, avec des profils qui sont pas les plus bankable, mais qui sont avant tout basés sur l'idée de la construction de cette équipe, c'est avant tout le collectif et la cohérence des profils les uns avec les autres, je serais pas mécontent. Je comprends que ça puisse gêner un peu le fait que vraiment voilà les équipes, les meilleures équipes, enfin les équipes les plus à même de développer des talents vont se retrouver parfois obligés de faire des choix difficiles ou alors de sacrifier des jeunes qu'ils ont draftés, mais voilà, le but final de cette convention collective, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'équipes qui sont au-dessus du second palier, et donc t'es obligé en fait de te prémunir de toutes les exceptions et de mettre les situations les plus contraignantes possibles. Et c'est un peu le sens pour moi de tout ça, quoi. Absolument, ça je le conçois tout à fait. Mais j'aurais aimé qu'il y ait des subtilités prévues dans cette convention collective pour, alors je dis pas laisser un passe-droit total aux franchises avec leurs rookies et ainsi de suite, ce que tu dis, je l'entends tout à fait, mais peut-être prévoir la capacité pour une équipe, justement, de ne pas avoir une certaine partie, un tel pourcentage du contrat qui ne joue pas contre le salary cap, parce que justement, c'est un joueur qui a été développé en interne, qu'ils ont drafté et qu'ils ont développé eux-mêmes, quoi. Et moi, je trouve qu'on devrait quand même récompenser ce genre de choses et pas justement avoir un système totalement froid, parce que là, je te parle en tant que fan. Ouais, bien sûr. Quand tu es fan, tu tombes amoureux des joueurs que tu grandis et être fan d'une franchise, c'est aussi ça, c'est aussi t'attacher à des joueurs lambda que 80% des autres fans ne connaissent quasiment pas, et tu as envie de les voir continuer, tu as envie de les voir participer à l'aventure qu'est en train de vivre ton équipe, ta franchise, et les voir partir comme ça des fois parce que tu es contraint et forcé de le faire. Je trouve ça un peu dommage. Comme un moment dans la précédente convention collective où tu pouvais, alors je sais plus, je sais pas, tiens, si comment ça a été casé dans la nouvelle actuellement, mais où tu pouvais, en tant que franchise, tu avais la possibilité d'offrir plus que n'importe quel de tes concurrents, parce que c'était le joueur que tu désignais comme étant ton franchise player. Ça, je trouvais que c'est une décision qui va dans le bon sens. Et j'aurais aimé qu'il y ait une clause comme ça qui permette d'adoucir un petit peu, tout du moins, les contrats rookies et qui permettent d'offrir un peu plus de flexibilité salariale concernant ce genre de profil. Après, effectivement, je te rejoins tout à fait. Quand tu vois Indiana, quand tu vois même le Thunder, après le Thunder, pour moi, c'est une exception. Je suis d'accord. C'est très compliqué de remettre réitérer ce genre de programme et de plan sur l'avenir. Voilà. Et j'ai envie de dire que cette nouvelle convention collective aussi, il faudra toujours aujourd'hui lire la carrière des joueurs,
par le prisme de cette convention collective. Je suis désolé, parce qu'on est là à dire ouais, tel joueur, il a gagné tant de titres consécutifs, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je pense que c'est quasiment impossible pour la nouvelle génération d'être compétitif plus de 2-3 ans. 5 ans grand max peut-être, mais encore et encore. J'ai hâte de voir ce que Casey va nous proposer dans les 4 années à venir. Très franchement. Ça va être 3 ans à venir même déjà. Allons jusqu'à 3 ans. Ça va être super intéressant parce que cette équipe est un test pour cette convention collective en fait. Quoi. Parce que eux, ils sont blindés d'assets. Ils ont tous les jeunes talents que tu rêves d'avoir. On va voir comment ils vont s'en sortir dans cette configuration. Mais aujourd'hui, attendre qu'une jeune star arrive à marcher sur les pas des anciennes légendes, ça aussi, il va falloir quand même remettre en perspective les exigences qu'on a en termes de voilà comment j'analyse et voilà comment je juge ta carrière. Ouais. Mais après, bon, moi, je t'avoue, au fond de moi, je pense toujours que les franchises qui disposent d'un excellent front office trouveront toujours des solutions. Toujours. Je pense que même, tu vois, par exemple, par le biais de joueurs non draftés, enfin, tu vois, des profils comme Caruso ou comme Reeves, par exemple. Ouais, Van Vliet. Ouais, voilà, tu vois, tous ces mecs-là, c'est des joueurs qui sont devenus extrêmement importants dans leurs équipes et qui sont incontournables dans le paysage NBA, sans pour autant être évidemment parmi les meilleurs joueurs, c'est pas ce que je dis, mais c'est des joueurs importants pour gagner, et c'est des mecs qui, pendant très longtemps, ont été payés quasiment peanuts. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, Charlie. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler. J'étais sûr que tu allais apporter cette nuance que je te connais, ce petit supplément de pertinence à chaque fois. C'est pour ça que tu es là, Charlie. Ça me fait plaisir. C'est pour ça qu'on t'aime. Charlie, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Donc là, on sera rentré dans le vif du sujet des transferts. Juste pour un petit rappel pour les auditeurs, parmi les agents libres ou les joueurs qui sont à peu près disponibles sur le marché, on a James Harden dans les arrières. On a James Harden aux Clippers qui a une player option. Van Vliet, il vient de re-signer, donc c'est mort. Chris Paul est sur le marché. Russell Westbrook aussi, il a une player option. D'Angelo, bien qu'il a peut-être viré sa player option, je sais plus. D'Angelo Russell, Dennis Schroeder, Davion Mitchell et Ty Jerome. Les ailiers, on a Josh Giddey qui est restricted free agent, Cam Thomas des Nets qui est restricted free agent, Malik Beasley de Détroit, Quentin Grimes à Philadelphie qui est restricted également, Caris LeVert à Atlanta, Gary Trent Jr. à Milwaukee, Nickel Alexander-Walker à Minnesota, Tim Hardaway Jr. à Détroit, Bruce Brown aux Pelicans. Parmi les ailiers, on a LeBron James aux Lakers. Il a une player option. Est-ce qu'il va rester ou pas, Charlie? On ne sait pas. Ben Simmons aux Clippers. On ne sait pas vraiment là. Julius Randle. J'espère pour vous qu'il va partir. Julius Randle aux Timberwolves qui a une player option. Bobby Portis aux Bucks qui a une player option. Kuminga qui est agent avec une restriction. Santi Aldama aux Grizzlies qui a une restriction. Et je termine avec les pivots. Miles Turner aux Pacers. On sait que les Pacers ont prévu d'aller payer la taxe pour une des rares fois dans leur histoire pour le faire revenir logiquement. Naz Reid aux Timberwolves qui a une option joueur qu'il a déclinée, je crois. En tout cas, je pense qu'il va la décliner. Enfin, il va clairement toucher beaucoup plus d'argent sur le marché s'il la décline. Brook Lopez aux Bucks, Al Horford, retraite par retraite aux Celtics, Clint Capella aux Hawks. Donc voilà, parmi les grands noms, c'est pas une liste exhaustive, mais il y a moyen de s'amuser, Charlie. Oui. Il y a moyen de s'amuser pendant cette période de transfert. Oui, il y a moyen qu'il se passe des choses, et encore là, t'as cité tout un paquet de noms, mais il y en a probablement d'autres qui vont être concernés. Ouais. Donc ouais, non, de toute façon, on nous a promis un des étés les plus fous, donc il y a intérêt à ce que ça tienne ses promesses. Ouais, surtout que toi et moi, on s'est mis d'accord. Le mois de juillet, logiquement, on est présent, les amis. Hein. Ouais, on sera présent voilà, on va adapter les vacances, on va trouver des moments, on va trouver des créneaux, alors peut-être pas de façon hyper régulière. Vous pouvez compter sur notre régularité au moins jusqu'au 11 juillet, et après, ça sera un peu plus compliqué jusqu'à fin juillet, mais s'il se passe une dinguerie, on sera là. On fera un numéro spécial pour le trade de Nikola Jokic aux Lakers, sans problème. Bah écoute, t'as vu Josh Kroenke qui dit sans aucune provocation que peut-être qu'un jour on sera obligé de transférer Jokic. Ouais.
C'était drôle cette histoire. Oui, ça m'a bien fait rire. Ouais. Ça a fait tellement parler. Je pense que c'était une façon de parler de sa part, mais c'était très drôle de voir comment ça a fait la une des conversations. Merci Charlie. Écoute, c'était avec plaisir. Yes, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un excellent week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. À ciao, bye bye.